Hello, Sylvie Gracia, le livre des visages, et c'est édité aux éditions Jacqueline Chambon et a priori distribué aussi par Actes Sud. Bon, voilà, pour le compte des éditions Actes Sud. Donc, Jacqueline Chambon, Actes Sud. Sylvie Gracia, le livre des visages. Alors, ce livre est assez particulier parce que je l'ai découvert euh, il y a quasiment un an chez Astrid Vasilek, qui l'avait chez elle. Et ce qui était rigolo, c'est que à ce moment-là, pour ceux qui s'en souviennent, je faisais le tour des visages, ce que j'avais appelé le tour des visages, c'est-à-dire aller voir pendant 15 jours mes contacts Facebook en live. Et donc voilà, j'étais tombé là-dessus, ça m'a fait rigoler, puis j'avais complètement oublié, et puis il y a quelques temps, je suis retombé dessus, je sais pas comment, et donc je l'ai acheté. Donc voilà. De ce tour des visages, je voulais en faire un livre qui s'appellerait le livre des visages. Eh ben, il s'appellera autrement puisque je viens de m'apercevoir que le nom est pris. Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait évidemment. C'est ce qu'elle appelle un journal, ouais, un journal qu'elle a publié sur Facebook de phototexte. Donc chaque fois, il y a une photo qui a été publiée certainement sur Facebook. Je ne sais pas si toutes l'ont été. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et à partir de ces photos-là, Sylvie Gracia écrit, voilà. Pas nécessairement directement sur la photo, mais ce que lui évoque la photo. Donc elle a fait ça pendant un an et demi, donc de 2010, entre 2010 et 2011. Et voilà, elle a édité ce bouquin. Autre chose, moi qui suis en ce moment dans l'écriture entre guillemets journalistique avec les gens, euh, chose que je veux faire aussi pendant un an si j'y arrive. Donc voilà, il y avait double intérêt. Et troisième chose que je me suis aperçu quand j'ai lu le livre, c'est que cette Sylvie Gracia a vécu à Montpellier, et même native de Montpellier. Papa à Castelnau-le-Lez. De temps en temps, elle retourne à Montpellier. Voilà. Donc ça, c'était aussi assez rigolo. Donc, au hasard, 18 octobre, 8h, Levallois. Ce n'est pas qu'il pleut, lundi matin sur les quais, mais des gouttes légères tombent de temps en temps de très haut du ciel, de ces nuages qui voguent au-dessus de Paris, d'ouest en est, et permettent de croire que la mer existe, ailleurs. Je suis à un chemin vers le bureau et je ne suis pas à un chemin vers le bureau. Je suis à l'hôtel Montedoro dans les années 90. Mes filles toutes petites avec leurs cheveux clairs et leurs sourires larges courent excitées dans le parc de l'hôtel vers les cochons noirs qu'elles craignent et rêvent d'approcher. Leur peau rase et sale, leurs cris écorchés de bêtes sauvages. Parce que F hier soir m'a parlé au détour du message sur Facebook de ce chalet corse accroché à la montagne en haut de la route enlacée qui monte à partir d'Ajaccio. Le Monte d'Oro, c'est ça. Je l'ai interrogé. Le Monte d'Oro, viva Vona, tant de souvenirs heureux. L'adjectif m'est venu par surprise. Depuis si longtemps, heureux a disparu de ma bouche pour qualifier cette parenthèse désormais close de ma vie d'épouse et de mère de famille. Il a jailli soudain, malgré moi, enjambant le temps du malheur et de la déchirure, enjambant la haine, puis l'oubli que j'ai porté après l'amour à cet homme. Ah, auprès de qui j'ai tant vécu, auquel je suis indissolublement lié par nos deux filles qu'ensemble nous avons désirées et conçues, fusionnant nos gamètes. C'est un lundi gris d'octobre 2010, mais je marche d'un pas ferme et léger sur les pavés du pont Neuf parce que je porte ces jours lumineux en moi. Je les sens, petites perles indescriptibles, ils ont été vécus. Ce matin, pas plus tôt réveillé, depuis mon lit, j'ai tapé le nom Monte d'Oro sur Google. Et miracle, l'hôtel avait son site et miracle encore plus grand, dans les pages qui défilaient sur l'écran, rien n'avait changé depuis 15 ans au Monte d'Oro, que nous aimions tant d'être restés intacts depuis le début du XXe siècle, quand la bourgeoisie corse jouait aux Anglais en villégiature et venait tâter du ski l'hiver et l'été se rafraîchir dans la proximité des cascades. Les photos jaillissaient sur l'écran et c'était comme si si elles avaient surgi de ma mémoire. Les toits rouges et pentus, les murs de lierre de la salle à manger, le couloir surchargé de gravures, la petite terrasse aux pavés graniteux, la chapelle à la Vierge que mes filles vénéraient comme une maison de poupée.
Sans doute les deux vieilles dames et le vieux monsieur qui tenait fermement les rênes de l'hôtel il y a 15 ans sont morts et enterrés dans un de ces caveaux familiaux à flanc de montagne, érigés sur les terres ancestrales. Et morts aussi ces clients jacquiens, aussi âgés que les propriétaires, qui prenaient pension à l'hôtel installé à demeure l'été pour la fraîcheur de l'altitude. Leur chambre réservée d'une année sur l'autre, assis chaque midi et chaque soir à la même place. Leurs serviettes de tissu les attendaient, échangeant de temps en temps quelques mots d'une table à l'autre, avec la sonorité rude de leur accent. Et nous, un invité discret, seulement invité, entrions dans la salle à manger cérémonieusement, nos filles lavées, peignées, habillées de jolies robes, comme nous savions que nous participions au spectacle du soir. Nous aussi, notre table réservée à droite de l'entrée, et nos deux filles portaient la cuillère à la bouche pour laper le potage de légumes du jour, conscientes de tenir leur rôle de petites filles modèles, alors qu'elles étaient l'après-midi ébrouées dans l'eau glaciale du torrent en criant de joie. Et à la nuit, elles s'endormiraient d'un seul souffle, et leur père et moi écouterions sous les draps épais de coton le silence de la montagne corse, le grand silence de cette terre âpre, imposante, qui se suffit d'elle-même. Alors j'ai imaginé F au Monte d'Oro, dans le salon aux teintes passées. Il prenait un verre près de la lourde cheminée en pierre, comme si nous pouvions nous y croiser à 15 années de distance. Ce lieu extraordinaire, m'a écrit F. Oui, extraordinaire parce que j'y ai été heureuse. Extraordinaire parce que certains lieux conservent nos passages parallèles à F et à moi, comme ce café, le Berthier, rue Édouard VII, derrière l'Opéra, où je l'ai entraîné un soir, lieu dissimulé au regard, protégé de l'agitation des boulevards, que pourtant il connaissait, où il y avait vécu un moment mémorable. La puissance des traces, cette grande mer sur laquelle nous naviguons quand nous savons prendre les vagues, le lent mouvement de ressac par-dessous, les trous de sable, les galets usés, la vase noire. Voilà, c'est très... voilà, c'est pas de la petite légende de photo, c'est quand même des très beaux textes chaque fois. Alors, un autre. 13 octobre au hasard, 13 octobre, 20h30, Levallois. Donc il faudrait que je vous montre la photo chaque fois, mais alors le seul reproche que je ferais à ce livre, c'est que les photos sont imprimées en trop petit, et donc des fois on ne voit pas. Voilà, bref. Je ne peux pas écrire sur André, il me faudrait un livre entier pour cela. Je l'appelais l'écrivain abbé, dans le roman entamé en début d'année et abandonné. Je le faisais habiter au-dessus de ma tête. Sa radicalité me manque. J'attendais sa toux lui arracher les poumons. Je le faisais mourir comme dans la vraie vie. J'allais le voir à l'hôpital. Mon personnage mettait des mini-jupes pour lui rendre visite. André, c'est le voisin du dessus. Le 3 novembre, nous nous retrouverons au cimetière de Pantin pour célébrer le premier anniversaire de sa mort, selon le rite juif. En avril, je publierai le livre de Sabine. Un jour de juillet 2009, à l'hôpital Saint-Antoine, André m'a demandé si j'acceptais de publier après sa mort ce récit qu'il m'avait réservé jusqu'alors à des lectures amies. Il me disait dans la même phrase qu'il allait mourir et qu'après sa mort, je serais chargé d'éditer le livre dans lequel il racontait la mort de Sabine tant aimée. J'ai dit oui. Depuis 2 jours, je m'acharne à écrire un argumentaire commercial pour ce récit qui m'arrache le cœur chaque fois que je lis. Pour la première fois, je le lis après la mort d'André. La fois précédente, c'était quand j'ai appris qu'il avait un cancer. Ce qu'écrit André des 9 derniers mois de Sabine, morte elle aussi d'un cancer, je le lis à travers ces 9 derniers mois de vie à lui. Il me faudrait un livre entier, j'ai dit. Maintenant, en sachant que le 3 novembre, nous serons à Pantin, je me souviens de la grande assiette de frites que j'ai mangée dans l'allée qui mène au cimetière. Avant l'enterrement, sur le trottoir de ce restaurant populaire, encadré par les boutiques de pompes funèbres des différentes religions. Le ciel était d'une pureté de bleu froid. Il a toujours fait beau aux pires enterrements. 3 femmes hurlaient de près de nous dans le carré juif, quand les uns après les autres nous sommes passés jeter une cuillère de terre dans la tombe. Je ne raconterai rien d'autre, cela ne m'appartient pas. Mercredi, en rentrant du bureau, après avoir tenté sans succès de travailler sur le livre de Sabine, dérangé en permanence, alors que j'avais devant moi la matière vivante et sanglante d'un grand amour et d'une mort insupportable, j'ai attrapé le dernier livre d'André, Le bord de la terre, publié quelques jours avant sa mort. Je me suis remise devant les yeux sa dédicace écrite à l'hôpital, alors qu'il n'arrivait plus à dessiner ses mots. À plus, au plaisir. Je sais l'indécence qu'il y a à publier cette page de garde. Ce qu'il m'a fallu de froideur pour photographier le livre ouvert, recommencer la prise une 20aine de fois, pour obtenir la bonne netteté et la lumière.
Mais je savais que je ne me trompais pas. André, en faisant cela, je le tromperai en ayant peur. Non, André, je me trompe, c'est pas le voisin. Voilà, donc là, c'est la page de garde. Alors c'est vrai que sur Facebook, ça devait être lisible, mais là, malheureusement, ça n'est pas tellement. Allez, un dernier. Donc Sylvie Gracia est aussi éditrice, donc elle raconte aussi son rapport à l'écriture, alors pas en tant qu'éditrice, mais bon, de temps en temps, on voit qu'elle travaille sur des livres, donc, mais aussi en tant qu'écrivaine. Le Monde, 29 août. Pendant cette dernière semaine de vacances, des mouches de tout calibre, mouches à vaches énormes, taons mordeurs, guêpes piqueuses, ont occupé la verrière de la maison de A, à Ploucrescant, de leur bourdonnement insupportable et de leur tentative imbécile pour s'échapper, en se cognant sans fin contre la vitre. On en a compté plus d'une vingtaine, le jeudi soir, alors que le soleil magnifique dans sa descente venait plus encore les exciter, et nous est enfin venue l'idée, faute d'arriver à les écraser, de faire coulisser la partie immobile de la verrière. Un journal à la main, je me suis amusé à les pousser vers la sortie, le pré, la liberté, la vraie lumière, pour qu'enfin la paix descende sur nous, pauvres humains. Un bourdonnement tout aussi incessant aura accompagné mes vacances. Rome, Rome, Rome. Le mot cognait à la vitre, mais je me tenais loin des kiosques, dans mon avis de légèreté, abeille butineuse, qui se s'est déjà pris au piège, mais demande un sursis. Il a suffi de la sale gueule du ministre de l'Intérieur en une du Monde de ce week-end, de sa manchette sécurité, brise-hortefeux, les bien-pensants et la gauche milliardaire, pour me faire atterrir. Ça a empesté le temps des haines, le ministère de la peur. On va en reprendre pour 5 ans, j'ai pensé, 2012 dans le nez, Sarkozy sera réélu. Et comme une gamine provoquant le destin, j'ai donné un nouveau titre à mon journal, journal de l'avant-réélection de Nicolas Sarkozy. C'est idiot comme titre, mais cela a au moins une conséquence, m'obliger à poursuivre la chronique jusque-là. La dernière fois que j'avais flairé la même odeur en 2006, j'avais adhéré au PS. Je ne crois même plus à cette issue de secours. À suivre, hélas. Eh ben, elle a bien fait de le renommer, son livre, parce que, voilà, le journal de la réélection de Nicolas Sarkozy, c'était idiot. Voilà, Sylvie Gracia, le livre des visages, édition Jacqueline Chambon. Ciao.